Au professeur Dieudonné Kalouba, en tant qu'expert en droit constitutionnel, je suis curieux de savoir le coup d'œil que vous avez sur le projet qu'a évoqué le professeur Kabiena, le projet de constitution de la CNS. Vous, en tant qu'expert constitutionnaliste, quel est le regard que vous y avez jeté? Parce que les discussions vont naître là d'ici, on entend la convocation du président de la République. La deuxième question, monsieur le professeur, est-il légitime qu'une génération puisse limiter le droit de réfléchir d'une autre génération qui viendrait après elle? Parce qu'on entend trop parler des articles verrouillés. Même il y a les 13 colonies britanniques au nord, et au sud, il y a des États. Alors on dit, bon, on fait ensemble, mais on fait ensemble comment? On dit, ok, nous allons nous entendre sur une monnaie commune, nous allons mettre ensemble des moyens pour faire une défense commune, mais pour tout le reste, chaque État reste souverain. Mais c'est dû au contexte historique de ce pays-là. Mais nous sommes un pays qui est créé sans nous. C'est un pays créé sans le peuple. Il y a même un article d'un collègue qui dit « l'introuvable peuple congolais ». Dans la réalité, quand vous vous promenez, vous ne voyez pas ce peuple congolais. Il est où? Sauf dans la Constitution, on dit « nous, peuple congolais ». Mais où est-il? Lorsque les gens parlent, ils s'identifient plus dans d'autres coquilles que le peuple congolais. Ils disent « nous, les Bayanzi, nous, les Baluba, nous, les Katangé ». Alors où est le peuple congolais? Il est où? Il est introuvable. Alors, est-ce que nous restons dans la dimension technique qui reconnaît ce peuple congolais, oubliant la réalité anthropologique, sociologique, qui montre que ce peuple n'est pas là. Il y a plutôt plusieurs peuples. Donc le débat se situe à un autre niveau. Bon, alors, est-il légitime qu'une génération puisse lier les autres générations? Là, vous posez plutôt une question de technique. Et je vais vous répondre techniquement. Dans la technique de droit constitutionnel, il y a une théorie qui a été soutenue par Georges Vedel, qu'on appelle la théorie de la double révision. Il est donc possible que le pouvoir de révision, qui est prévu dans le texte constitutionnel, ce qu'on appelle généralement, qu'on appelait à l'époque, parce que la doctrine a évolué, qu'on appelait avant le pouvoir constituant dérivé. On appelle ça carrément aujourd'hui pouvoir de révision. Pourquoi le nom d'abord a changé avant que je ne vous réponde? Si vous prenez notre article 5, et vous prenez l'article 218 que M. Chilumba a soulevé, vous verrez qu'il y a le mot peuple dans ces deux dispositions. Le peuple de l'article 5 détient la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir, la dernière décision. Alors que le peuple qui est prévu à l'article 2 est un peuple qui détient le pouvoir d'approbation d'un projet. Donc lui-même est un pouvoir institué. On vient de l'instituer comme un mécanisme de ratification d'une révision. Donc il devient un pouvoir institué. Et donc lié aux règles de forme et de fond pour ce qui concerne la révision de la Constitution. Et une façon de vous répondre déjà en passant, parce qu'en ce moment-là, puisque le pouvoir de révision, lui, est lié au délai, à la matière, à la période où il faut faire la révision, donc tout ce qu'il fait est susceptible d'un contrôle de constitutionnalité, au-delà seulement du contrôle politique du président de la République qui est l'initiateur et tout ça. Mais puisqu'il s'agit d'une loi, fut-elle référendaire, moi j'opine qu'il est possible qu'un citoyen conteste la régularité d'un référendum devant le juge constitutionnel. Mais ça, c'est un moyen purement technique. Mais est-ce que dans le fond, ça changerait quelque chose politiquement? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse précise. Mais techniquement, ça pourrait être possible. Le juge constitutionnel béninois, par exemple, est déjà arrivé dans le sens de contrôler la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. C'est-à-dire
les lois obtenues à la suite d'une révision constitutionnelle sont suivies des contrôles. Peut-être que le juge constitutionnel congolais peut également aller dans ce sens. Donc, le contrôle est possible. Alors, est-ce qu'une génération peut bloquer une autre? J'ai dit non, pas du tout. Ne peut pas bloquer une autre. Et d'ailleurs, du point de vue, parce que là, vous me posez vraiment une question de technique. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières. Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé, parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Il ne se verrouille pas lui-même. Donc, il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matières. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matières. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas le 220? Ça, c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit constitutionnel. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez directement dans la technique. Or, la technique est toujours au service de ce qu'on pense. Ce qu'on pense nous permet de tout faire. On peut tout faire. Moi, j'ai dit qu'on peut réviser, à commencer par l'article 220 lui-même, en lui ajoutant des choses ou en retranchant. Alors, si nous ajoutons, qui va nous faire le reproche d'ajouter? Est-ce que l'article 220 lui-même dit qu'il ne peut pas le faire? Je le dis parce que nous avons une disposition semblable en droit belge. L'article 190 de la Constitution belge verrouille certaines matières, notamment la répartition de compétences entre les provinces flamandes, wallonnes, tout ça. Mais elle dit, moi, l'article 193 non plus, je ne suis pas susceptible de révision. Mais nous n'avons pas une disposition semblable. Notre 220 ne s'écarte pas lui-même de la révision. Il est dit, telle matière, la forme républicaine de l'État, ne sont pas susceptibles de révision. Mais en même temps, il ne dit pas, moi, l'article qui verrouille, je suis aussi verrouillé. Il ne dit pas ça. Vous voyez, donc, le débat technique peut toujours avoir lieu. Mais je sais que, bon, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire réfléchir. Le droit constitutionnel, contrairement au droit pénal, c'est un droit des gens civilisés. Le droit pénal, c'est le droit des bandits, des voyous. Voilà pourquoi dans des pays qui fonctionnent normalement, les règles constitutionnelles font partie du comportement des individus. On n'a même pas besoin de les écrire. Si nous avons le besoin d'écrire, c'est parce que nous avons une classe politique de délinquants. Mais en réalité, dans une classe politique de gens civilisés, on n'écrit pas des règles constitutionnelles. On sait qu'en Grande-Bretagne, par exemple, le parti qui a gagné les élections, on ne discute pas, c'est le leader de ce parti-là qui est Premier ministre. Mais ce n'est pas écrit quelque part. Déjà même dans nos villages, on sait que quand le chef tel meurt, c'est tel successeur venant de tel clan qui le devient. Puisqu'ils se sont des gens civilisés, ça ne fait pas l'objet de débat. Mais chez des gens prétendument développés, il y a ce problème. Ce qui pose le problème de ce que je vous ai dit avant, les textes constitutionnels, c'est comme on pourrait dire le hardware. Le hardware, c'est-à-dire une couverture, une machine. Mais ce qui est important dans la Constitution, c'est le software, le logiciel. Le logiciel, là, doit être dans les cerveaux des gens. Et le logiciel doit être compris par le peuple. Si le logiciel n'est pas compris, nous avons 229 articles que personne n'a lu. Tout à l'heure, le collègue nous a même expliqué que le Kasaï central se trouvait après l'Omami et tout ça. Nous tous, nous avons dit oui sans jamais avoir lu. C'est la preuve que ce n'est pas notre texte. C'est-à-dire nous ne l'avons pas là-bas, dans la tête. C'est à peine quand on a un problème qu'on commence à chercher, bon, c'est quel article qui peut régler ce problème. C'est la preuve que le texte est distant de nous, il n'est pas avec nous. Or, le texte doit être intériorisé. Par exemple, dans un pays comme les États-Unis, il n'arrivera à personne l'idée de dire « je veux un troisième mandat ». Une fois, j'étais à l'université il y a 10 ans passés, à une université de Caroline du Nord, je cause avec un collègue constitutionnaliste. Je lui dis « mais pourquoi vous ne changez pas votre fameux 22e amendement sur le port d'armes et tout ça ?» Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Il dit « mes chers collègues, la seule garantie
de la Constitution américaine, c'est l'arme. Parce que quand leurs ancêtres ont créé les États-Unis, chacun avait son arme. Et donc, pour que le pacte conclu entre eux, pour créer l'Amérique, puisse fonctionner, il faut qu'il y ait l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire, vous savez que si vous ne respectez pas le pacte, on peut tirer sur vous à tout moment. Alors, ça crée le respect du texte. Il dit le texte en lui-même ne garantit rien. C'est le fait que les chefs de l'État, les membres du Congrès, sont conscients que le peuple peut prendre les armes et les tuer à tout moment. Qui fait que les institutions font plus de 200 ans dans la stabilité. Donc pour eux, c'était une garantie. Or, quand nous enseignons le droit constitutionnel, nous, les garanties sont d'ordre juridique. Mais c'est quoi le droit si ce n'est pas du simple papier? Les véritables garanties sont culturelles. C'est dans la tête qu'il y a les vraies barrières qui protègent la Constitution. C'est dans la culture qu'on trouve ces barrières, ce n'est pas dans un texte. Les textes peuvent même dire on ne le révise pas. Mais si nous voulons le réviser, nous allons le réviser. Et le ciel ne va pas tomber. Non. Donc la vraie barrière doit être plutôt dans notre cerveau. On dit non, ça c'est comme donc tout le monde grince ça. Il dit on a déjà dit ça, c'est comme ça. Mais même si ce n'est pas écrit, c'est dit comme ça. Mais maintenant, si nous changeons tout le temps, ça veut dire que le texte ne correspond pas à notre vision, à notre culture. Et donc c'est un débat qui se trouve à ce niveau-là. Je crois avoir donné quelques petits éléments, peut-être qu'on ajoutera. Le prof Niembo, lui, me demande, est-ce que tout ce que vous dites là, le changement, est-ce que c'est urgent? Ben, l'urgence n'est pas une notion scientifique. C'est une notion politique. Voilà. Je vous réponds tout simplement. C'est une notion scientifique. Est-ce que c'est urgent de le faire maintenant ou après-demain ou jamais? Ça, c'est une question qui relève de l'initiative politique. Mais par contre, ce que moi je sais, c'est qu'il est urgent de penser aujourd'hui. Ça dépend de nous. Nous pouvons penser. Et dans mon cas, j'ai commencé à penser il y a 10 ans sur ça. J'ai écrit, commencé à réfléchir. Je me dis, mais puisqu'on change de constitution depuis 1960, on les change, pourquoi on les change tout le temps? Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que ce n'est pas adapté à notre mentalité? Est-ce que ce n'est pas adapté? Alors nous allons dire, bon, on avait pris le régime présidentialiste, le Mobutu, ça n'a pas marché. En 60, on avait le régime parlementaire moniste, ça n'a pas marché. À la Belge. Maintenant, on a pris un régime semi-présidentiel. Mais dans son fonctionnement réel, c'est un régime présidentialiste. Tout est rapporté au président de la République, même des choses qui ne relèvent pas de sa compétence. Donc, bon, ça veut dire que ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Alors, quel est le meilleur régime? C'est à nous de l'inventer. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut sortir des modèles qui ont été conçus pour des peuples précis, pour créer un modèle à nous. Mais maintenant, ça demande une réflexion multidisciplinaire, transdisciplinaire, tout de même, pour trouver quelque chose. Je vous donne quelques exemples. D'habitude, on nous a enseigné, je crois que tout le monde ici enseigne, la théorie de la séparation des pouvoirs. Vous l'enseignez et vous dites que l'auteur, c'est Montesquieu. Mais Montesquieu, c'est 1648, c'est au XVIIe siècle, là. Mais le royaume Congo plus loin, nos propres royaumes ici, chez Ferry, ont cette notion de séparation des pouvoirs, mais qui se fait entre clans. Chez les Bakongo, ils appellent ça Makuta Matatu. C'est-à-dire les 3 piliers qui tiennent le Bukongo. Et ces 3 piliers, c'est 3 clans. Sur les 10, les Nzinga, les Mpanzu et les Nsaku. Et chaque clan a une fonction précise. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un des ambassadeurs, c'était un Nsaku. Et donc le clan qui produit les diplomates de ce royaume-là, déjà au XIIIe, XIVe siècle, ce sont les Nsaku. Et les Nzinga font la guerre. Et les Mpanzu gèrent la politique. Donc le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir sont distribués selon les clans. Cette distribution n'a rien à voir avec la distribution à l'occidental qu'on a vu là-bas. Dans nos propres clans, moi je parle de mon clan ici, il y a à peu près 10 clans chez moi à Bakwamulumba, mais il n'y a que 2 ou 3 qui accèdent au trône. Mais les autres, non. Mais lorsque je me suis intéressé à la question de plus près, j'ai vu que le roi ne peut pas être investi si un originaire de Bakwandiadia ne le prend pas sur ses épaules et lui fasse lire les étoiles. C'est comme ça qu'ils expriment en Tchilouba. En d'autres termes, je comprends que c'est les Bakwandiadia
qui ont le pouvoir spirituel pour permettre aux chefs de voir, parce que les chefs doivent être capables de voir le jour et la nuit. S'ils ne voient que pendant le jour, il n'est pas réellement chef. Donc, voilà comment cette séparation de pouvoir qui est dans ce texte a d'autres applications dans le droit précolonial. Vous allez chez les Bakuba, vous trouvez une institution qui n'existe pas chez nous ici. Alors, le roi est divinisé, le Nimi, mais il a un opposant institutionnel. Nous avons essayé de mettre ça dans notre constitution pour avoir un porte-parole de l'opposition. Mais le royaume Kuba là depuis 8 siècles. Il s'appelle Mouyoum. Le Mouyoum, c'est le seul homme, malgré la sacralité du roi, qui est autorisé à dire non au chef et à organiser. Et ils ont organisé le système. Il habite loin du village et il est autorisé de prendre du chanvre et de l'alcool fort. Parce que lui seul, donc ils ont organisé l'opposition, pas permettre à tout le monde d'insulter les chefs. Non, non. Le chef est sacré. Mais une soupape, le Mouyoum est autorisé de l'insulter quand il est ivre, de dire des choses, tout ça, que le peuple ne peut pas dire directement. Voilà comment. Donc, dans le droit constitutionnel précolonial, avant l'arrivée de l'homme blanc, nous avons des pépites comme ça, des recettes constitutionnelles. Alors, à partir de ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous rejetons tout notre passé, nous suivons le modèle belge, ou le modèle français, ou le modèle allemand. Depuis 64 ans, ça ne marche pas. Ou alors, nous inventons notre modèle à partir de nos problèmes, à partir de nos mythes qui sont déjà acceptés par notre peuple. L'un des mythes, c'est que le chef est sacré. Tous les peuples bantous de l'Afrique centrale ici, ils se disent que le chef est sacré. Quand vous prenez cette constitution, il n'y a que 3 pouvoirs qui sont reconnus, 13 pouvoirs qui sont reconnus au président de la République. Mais dans la réalité, les gens trouvent normal qu'ils s'occupent même des choses qui ne sont pas dans la constitution. C'est la preuve que pour eux, les chefs doivent avoir le pouvoir de tout faire. Ils s'occupent même du marché. On dit, bon, marché central, c'est le chef qui a décidé. Mais quand vous lisez la Constitution, les marchés d'une province relèvent de la compétence de la province. Ça ne peut pas relever du pouvoir central dont le président de la République est le chef. Mais pourquoi s'occupe-t-il de ça? Justement, puisque s'il ne s'en occupe pas, le peuple lui demande de s'en occuper. Il dit, mais on l'a bien le côté pour une fois, le n'est pas ici là. Bah, vous voulez quoi? Votre constitution dit autre chose, mais le destinataire de la constitution, le peuple, lui demande autre chose. Donc, il faut qu'on arrête cette hypocrisie à un moment donné. Nous voulons quoi? Faire des constitutions que l'homme blanc reconnaît, il nous félicite même pour les avoir rédigées, ou alors nous faisons des constitutions qui nous répondent. Parce que quand vous faites du droit constitutionnel comparé, prenez les constitutions de pays comme la Corée du Nord, ou Corée du Sud, ou le Japon, ou tout ça. Ça n'a rien à voir avec les constitutions occidentales. Rien à voir. Et pourtant, ces pays se développent et avancent. Mais parce qu'ils ont une foi commune dans le bouddhisme, dans leur religion, laissée par Confucius, et tout ça. Donc il y a des valeurs culturelles communes. Mais ils n'ont pas installé un régime parlementaire ou présidentiel comme les Européens. Mais pourtant, ça marche. Donc, il faut qu'on ait une liberté de penser, même d'innover. On peut innover aussi. Alors, quel vaut le changement de la Constitution sans changement de la mentalité? Je suis convaincu que si vous attendez qu'il y ait changement de mentalité, vous ne dirigerez aucun peuple. Le peuple est toujours dirigé par un chef. Et dans l'allégorie de Moïse, ou même de Platon d'ailleurs, le chef est censé se trouver au sommet de la montagne. Si le chef est avec vous dans la vallée, il ne vous dirige nulle part. Le chef est censé laisser le peuple dans la vallée, se mettre au sommet de la montagne pour voir l'horizon. Voilà pourquoi le chef doit être éclairé. Si le chef est avec vous en train de régler des problèmes de quotidien, donc c'est qu'il n'a pas une longue perspective. Si aujourd'hui la Chine est Chine, c'est parce que Mao a vu la Chine 50 ans plus tard, plus loin. Donc au-delà même de sa propre vie, il avait déjà vu la Chine. Et quand les gens ont suivi ce schéma, eh bien, voilà les résultats. Voilà les résultats. Mais alors si vous avez des chefs qui ne voient qu'aujourd'hui, qu'ils veulent des choses seulement pour 2-3 mois ou une année, là où il y a un problème. Donc le travail constituant est un travail de long terme. Donc ça demande qu'on ait la tête froide, qu'on imagine des choses qui peuvent rester le plus longtemps possible parce qu'elles auront été bien pensées. Bien pensées. Si c'est balayé au terme d'une génération, c'est que ce n'était pas bien pensé. Ça doit être quelque chose, quand nos petits-enfants arriveront, ils liront, ils disent, mais on dirait que ces gens avaient bien vu loin.
Il avait bien vu loin. Donc c'est ça qui nous est demandé. Alors, à ce jour, est-ce que nous avons une foi commune? Oui. Foi commune, ça veut dire... Le problème du Congo est assez compliqué. Il y a superposition des États, des ethnies sur les États préexistants et tout ça. Mais en même temps, pendant tout ce temps de 1885 à autres, il s'est créé une petite chose. Donc, un embryon. On pourrait appeler ça comme ça. Il y a un embryon de nation. Très fragile, mais ça existe néanmoins. Aujourd'hui, quand un problème se pose dans le nord vers Ar ou là-bas, nous ici en Mbuji-Mayi, nous nous sentons concernés. Donc ça, on ne peut pas nier cette réalité sociologique. Cette nation n'est pas encore totalement forte, n'a pas encore réussi à supprimer les communautés constituantes pour ne faire qu'une seule communauté, mais en réalité, il y a quand même quelques bribes de volonté d'aller de l'avant. Et donc c'est en tenant compte de ce qui existe, de cette volonté qui manifeste le peuple d'aller de l'avant, qu'il faut inventer quelque chose qui nous pousse dans cette direction. Donc nous avons une foi commune, oui, dans certaines valeurs. Je prends toujours un exemple simple que je vois souvent à Kinshasa. Les musiciens, par exemple, des gens qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas de doctorat ou de licence comme nous, quand ils font quand ils créent des orchestres, ils sont le plus rationnels possible. Ils cherchent les meilleurs guitaristes, les meilleurs chanteurs, quelle que soit sa province d'origine, quelle que soit sa tribu. Donc les débats de la tribalité ne se posent en réalité que chez les politiciens. Et c'est ça qui pollue le reste du système. Quand nous faisons une équipe de football, nous cherchons les meilleurs joueurs à de bons postes. Nous ne nous demandons pas de quelle province ils viennent. S'ils sont bons, même s'ils sont tous. Je crois qu'à l'époque de l'entraîneur Mongo, ici, comment il s'appelait non, pour l'équipe nationale. J'ai oublié son nom. Ibenge. Mais on avait à peu près, sur 11 joueurs, on en avait 6 qui étaient de l'Équateur. Mais ils jouaient bien. Mais tout le monde applaudissait sur toute l'étendue de la République. Donc il y a ce sentiment national qu'on ne peut pas négliger. Il est là. Dans des choses sérieuses, il y a une foi commune. Maintenant, cette foi commune n'a des difficultés que dans la gestion du pouvoir politique. C'est là qu'on commence à dire il n'y a qu'en politique ou dans des choses qui concernent un peu la gouvernance et tout ça. Mais dans les bas peuples ici, les gens se marient, toutes tribus confondues. Hein. Moi, je vois des mariages tous les samedis de toutes les tribus confondues. Donc, c'est quelque chose que sociologiquement on peut observer. Peut-être que vous aurez un autre point de vue ou un complément, vous reviendrez. Puis vous dites la durée. Là, vous m'avez demandé d'être franche. La durée du mandat est-elle longue, courte ou normale selon vous? Les 5 ans, c'est ça? Hein? Moi, je vous dis que justement, quittons la technique, puisque la technique est au service de la conception. Pourquoi 5 ans? Pourquoi 7 ans? Pourquoi 9 ans? Il y a une partie de la métaphysique du droit constitutionnel dans les chiffres. Et le malheur justement du juriste congolais, c'est qu'il suit la numérologie des chiffres sans savoir à quoi ça correspond. Vous allez en Allemagne, la Cour constitutionnelle vous dit « j'ai besoin de 12 juges ». Chez nous, nous disons 9. Mais 9 symbolise quoi? Aucune explication. Lisez les travaux préparatoires. Mais ces gens qui ont créé leur constitution chez eux, le prototype, l'archétype est d'ordre métaphysique. Je pourrais même dire d'ordre mystique. Donc les chiffres ne sont pas mis comme ça. Alors, notre chiffre à nous correspond à quoi? Les 5 ans, ça veut dire quoi? Chiffre 5, ça correspond à quoi? En Amérique, on dit 4 ans. Pourquoi ils mettent 4 ans? Parce que ça fait un carré parfait, donc la stabilité. Donc ils préfèrent un 4. Alors, vous dites non, nous voulons 5 ans. Mais quand je vois le fonctionnement des institutions, je constate que la première année est perdue dans l'installation des institutions issues des élections. Et la dernière année est polluée par les débats de campagne électorale. En réalité, le chef de l'État au Congo n'a que 3 ans de mandat.
n'a que 3 ans de mandat. Que ce soit Kabila ou Tshisekedi, je constate que c'est la même chose. La première année, c'est des tractations pour trouver un premier ministre, des tractations pour être au gouvernement ou ne pas être au gouvernement. Donc ça lui prend une année comme ça de distraction. Et puis, dès qu'il commence à travailler, la dernière année, il doit organiser les élections. Et donc, l'année là est polluée aussi par des débats politiques et tout ça. Et que donc, objectivement, moi, je penserais que 5 ans, c'est peu pour l'implémentation. Ce n'est pas seulement pour celui qui est là, même vous, demain, si vous devenez chef de l'État, le temps de prendre le contrôle de la machine État qui est... Les gens qui sont dehors, ils ont toujours tendance à critiquer. Mais la machine étatique, c'est une machine lourde. La seule volonté ne permet pas de la démarrer ou de la bousculer. Je donne un exemple simple. J'ai dit, bon, je suis ministre de l'enseignement, je veux qu'il y ait de l'argent à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Ministre de l'enseignement. Ça, c'est ma volonté exprimée. Mais ça se fera peut-être sur 2 ans. Pourquoi? Parce que je dois avoir des arbitrages avec 2 de mes collègues. Le collègue du budget et le collègue des finances. Si nous ne nous entendons pas, il faut qu'on passe chez le Premier ministre pour un arbitrage entre nous 3. L'homme du budget vous dira toujours, dans mon assiette, là, je n'ai pas de l'argent pour ces choses-là. J'ai trop de choses à faire, il y a la guerre, il y a ceci. L'enseignement, Mbuji-Mayi, il ne sait pas attendre. Or, vous avez déjà dit, je veux faire ça. Donc, c'est une machine plus lourde que vous ne croyez. Donc, compte tenu de mon...